J'ai ce matin la lourde responsabilité et en même temps l'honneur et le grand privilège d'être à côté de mon grand frère. Excusez-moi le thème, mais c'est ça la réalité. Il s'agit d'un médecin santé publique qui cumule plus de 30 ans d'expérience à travers plusieurs pays de l'Afrique, notamment dans la conception des documents de politique et de stratégie de santé et développement. Titulaire d'un diplôme de 3e cycle en santé publique, santé et développement de l'université Henri Poincaré, Nancy 1 en France, il est également spécialiste de gestion des catastrophes humanitaires. Membre du dispositif des Nations Unies des experts de la planification stratégique, il est reconnu comme un formateur en communication et coordination en santé de la CEDEAO. Il a dirigé de multiples interventions réussies en organisant efficacement les systèmes de santé publique et en apportant un soutien à diverses interventions d'urgence sanitaire à travers le continent africain. De 2016 à août 2022, il a été le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Il est également, à ce titre, le président délégué de l'instance nationale de coordination des subventions du Fonds mondial au Bénin pour la bonne gestion et le contrôle des allocations. Et aussi, depuis l'avènement de la COVID-19, il a été le premier vice-président du Comité national de crise et urgence sanitaire au Bénin. Pour lui, pour ce que je sais, et ça c'est moi qui parle, la santé est un bien économique. Et l'engagement des acteurs du secteur privé de la santé est pour lui une opportunité de mobilisation de ressources pour le financement de la couverture sanitaire universelle. Il croit en sa qualité, et là je voudrais rappeler ce que le maître de cérémonie disait tantôt, je voudrais le rappeler, en sa qualité de directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, il croit fermement à la vision 2050 de la CEDEAO qui dit, je cite, « La CEDEAO des peuples, paix et prospérité pour tous ». Fin de citation. Et pour y arriver, selon Dr Melchior Athanase Joël Kossi Aïssi, l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation ouest-africaine de la santé, doit faire du renforcement du système de santé, de l'engagement communautaire et de la résilience ses priorités. Aujourd'hui, nous allons lui donner la parole et je vous prie de prêter religieusement attention à sa communication. Il va nous entretenir sur le thème « Coopération régionale en Afrique dans le secteur de la santé ». Bilan et perspective de la coopération Sud-Sud. Merci. Docteur, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, honorables invités, je serais gêné de rester assis et de faire une conférence. D'abord, je voudrais donner une précision. Ce n'est pas Kossi, c'est Kodjovi. Oui, je porte le nom autant de ma maman que de mon papa. Mon papa, son nom de famille, c'est ici. Ma maman, son nom de famille, c'est Kodjovi. Je porte les deux noms. Et que Melchior, comme certains l'ont demandé tout à l'heure, pour ceux qui sont en principe chrétiens, ça ne devrait pas poser un problème. C'est l'un des 3 rois mages de la Bible. Donc c'est Melchior. Gaspard fait Miram, tous Melchior, es Balthazar, Arum.
Gaspard de la Mie, Melchior de l'Assin et Gaspard de l'Or pour l'enfant Jésus. Voilà, c'est mon nom. Mesdames et messieurs, le thème de la conférence inaugurale porte sur la coopération régionale en Afrique dans le secteur de santé, bilan et perspectives. Je voudrais d'entrée de jeu donner un peu la typologie de ce qui peut être coopération régionale. Dit que l'OAS en est un exemple. Faire un petit bilan et donner quelques aperçus sur l'OAS avant de parler de la coopération Sud-Sud et de ses perspectives. Il s'agit pour cette conférence inaugurale de nous convaincre que la combinaison de mesures de plusieurs entités nous amène souvent à donner de la bonne mesure. Je dis bien la combinaison de mesures de plusieurs entités en une seule nous amène souvent à la bonne mesure. Comme on le dit vulgairement, l'union fait la force. Et que le 5e congrès du tourisme médical organisé par la FOAP et Leader Space Expo en est un exemple régional qui nous réunit, nous tous ici aujourd'hui. Tout le bénéfice et les impacts sont gérés et traduits par ce que nous allons retenir ici et dont chacun portera le secret avant de partir. Comme je l'ai dit, l'OAS en est un exemple pour 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais rappeler initialement 16, depuis une vingtaine d'années 15, mais que cette coopération régionale qui, comme je cite comme exemple, n'est qu'un dans plusieurs types de coopération et qu'à l'intérieur de la CEDEAO, par exemple, il y a beaucoup d'autres regroupements aujourd'hui, comme l'UMOA, comme vous le voyez. Vous m'excusez, je n'ai pas de pointeur pour montrer ça de ce côté. Il y a plusieurs d'autres regroupements à l'intérieur d'un regroupement. Nous avons, au niveau de l'OAS, qui s'occupe du secteur de la santé de la CEDEAO, il y a plusieurs membres de l'OAS, c'est-à-dire les 15 pays qui sont encore membres de beaucoup d'autres entités. Au niveau de l'Afrique centrale, ils ont aussi un regroupement de 8 pays, à l'intérieur duquel se trouvent plusieurs d'autres regroupements. Comme je prends l'exemple, par exemple, de la CEDEAO, nous avons l'UMOA, qui a aussi un regroupement. Il y a le Conseil de l'Entente, qui a aussi un regroupement, mais ça n'exclut pas qu'à l'intérieur d'une coopération, qu'il y a d'autres types de coopération, ça ne devrait pas gêner. Ça ne devrait pas gêner. L'actualité au niveau de la CEDEAO aujourd'hui, c'est l'AES. En tout cas, pour la CEDEAO, ça ne gêne pas du tout. La responsabilité appartient aux responsables de l'AES, parce qu'il y a au niveau d'un regroupement, au niveau d'une coopération, il peut y avoir plusieurs autres. C'est ça, ça a été montré tout à l'heure. La coopération ou les ententes entre le privé et le public est de plus en plus encouragée pour avoir de très belles relations, les PPP. Le partenariat public-privé, c'est beaucoup plus encouragé aujourd'hui, puisque nous avons beaucoup plus de résultats. Ici, c'est le secteur privé en santé. Je voudrais sauter dessus pour dire l'offre de services dans nos pays, en tout cas dans les pays de la CEDEAO aujourd'hui, quand je prends l'offre de services, je parle des privés confessionnels, c'est à plus de 50%. Dans le secteur de la santé, l'offre de services est à plus de 50%. Vous comprenez pourquoi cette importance
de la coopération et cette importance que non seulement les privés s'entendent, mais que le public surtout leur donne la main pour reconnaître leur place. Ce n'est pas souvent le cas. Je crois que le DC est là, le directeur de cabinet est là. Souvent, ce n'est pas très bien perçu et nous verrons pourquoi il faut que nécessairement nous nous entendions au niveau de la coopération publique-privée pour avancer dans ce secteur. Les privés, déjà, ce n'est pas aussi de gaieté que nous nous entendions entre privé, dans le domaine de la santé, mais il y a quelques types de coopération quand même, en tout cas au niveau de la CEDEAO, où les privés se sont regroupés. Comme vous voyez, au niveau de la CEDEAO, déjà, normalement 15 pays, mais 12 se retrouvent au niveau de ce creuset pour promouvoir la santé, mobiliser des ressources, et ça permet également d'être proactif et d'avancer dans tout ce qui est investissement dans le domaine de la santé. Slash. Ah, déjà. Non. La coopération régionale en matière de santé se développe à travers, là maintenant je reviens au niveau de la région. La coopération régionale se développe à travers des initiatives, que ce soit privé, que ce soit structurel ou interinstitutionnel, avec des partenaires techniques et financiers et des organisations non gouvernementales dans le secteur de la santé. Il y en a plusieurs et à foison. Les approches bilatérales et multilatérales sont également multidimensionnelles. Il suffit de voir qu'est-ce qu'on met dans la coopération, pourquoi devons-nous mettre ensemble. Et quand ça s'entend, je crois que la dynamique y est, ça arrive à satisfaire les attentes des populations. Nous avons sur cette ligne beaucoup d'outils d'engagement, parce qu'une coopération n'est pas verbale dans le domaine, il faut forcément formaliser cela. Il faudrait que nous arrivions dans notre formalisation à opérationnaliser cela avec des résolutions, des décisions, des déclarations et que tout soit formalisé. C'est ça qui permet vraiment d'aller de l'avant et de voir de la documentation pour une bonne coopération régionale. Quand nous prenons l'exemple de l'Organisation ouest-africaine de la santé, nous nous alignons surtout sur les normes, sur les possibilités données aux États de mettre en commun leurs ressources, mais à travers beaucoup de normes. Quand je parle de ressources, je parle aussi de ressources humaines, de ressources financières et matérielles. Nous mettons tout ensemble. Ressources financières, par exemple, au niveau de l'OAS, ce sont les ressources de ce qu'on appelle le prélèvement communautaire, mais nous avons beaucoup de partenaires financiers et techniques. Au niveau des hommes, nous échangeons aujourd'hui des professionnels de la santé à travers les pays. L'OAS s'occupe, à travers cette coopération, d'échanger, pas échanger en tant que d'appuyer des pays qui n'en ont pas. Il y a 2 ans, je vous dis, quand j'arrivais dans un pays que je ne vais pas citer ici, le nombre de chirurgiens dans le pays était 2. 2 chirurgiens dans le pays, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et tenez-vous tranquille, il y a 2 ans, le plus jeune parmi les 2 là avait 72 ans. Le plus jeune parmi les 2 avait 72 ans. Vous connaissez le rôle de la chirurgie dans la réparation, dans les soins de santé. Donc l'OAS a servi d'intermédiaire pour en prendre d'autres pays pour venir et essayer de formaliser pour appuyer et actuellement essayer de mettre certains en formation pour venir appuyer le pays. Mais peut-être je reviendrai dessus dans ce type d'appui et de coopération parce que, vous m'excusez, pour l'OAS aujourd'hui, donner de la formation à distance, amener les gens à aller les faire former à distance, n'est plus très concluant. On les forme à grands frais, on les forme à grands coûts, mais ils ont toutes les possibilités, dès qu'on les ramène, de repartir en moins d'1 an. L'OAS, par rapport à ces exemples, par rapport à son vécu,
va privilégier davantage, nous avons des engagements dans ce sens, nous avons déjà signé des coopérations dans ce sens, à les former sur place. Là, au moins, on peut conserver l'essentiel si on les forme sur place, parce que c'est parce qu'ils partent, dès qu'ils partent, qu'ils mènent des actions là-bas pour avoir des contrats, et dès qu'ils reviennent, ce pourquoi on les a formés, ils sont encore repartis. Donc tout cela se fait avec le soutien des gouvernements, puisque nous disposons au niveau, c'est pourquoi je parle de formalisation au niveau de l'OAS, ce qu'on appelle l'Assemblée des ministres de la Santé. Et à travers cette assemblée qui se tient normalement et régulièrement tous les ans, nous avons une plateforme sur laquelle nous nous entendons et que nous nous concertons, concertation avec les ministres de la Santé régulièrement sur des aspects techniques donnés. Nous sommes chargés de promouvoir également la recherche en santé, raison pour laquelle nous finançons, nous appuyons beaucoup de chercheurs dans tous les domaines. Quand je parle de santé, je parle bien de santé en incluant tous les déterminants de la santé. Je ne parle pas de médecine. Je ne parle pas de médecine. Et sur cela, je crois que nous sommes alignés maintenant avec les ministres de la Santé pour comprendre que l'OAS, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour avoir cette vision 2050 et être sûr, il faut que nous prenions en compte tous les déterminants de la santé, aussi bien l'éducation, l'instruction, aussi bien que l'eau, l'assainissement du milieu, aussi, tous les déterminants de la santé, nous sommes dessus au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, et que les États membres nous appuient pour que les programmes de développement sanitaire non seulement sont appuyés par l'OAS, nous apportons de l'expertise, nous apportons du financement, mais que d'autres secteurs également soient pris en compte et que nous proposons également aux États l'adoption des conventions et accords entre les pays membres. C'est-à-dire nous facilitons entre deux pays membres, comme je viens de le dire, que d'autres passent leur expertise, d'autres passent leur appui technique à d'autres États. Actuellement, au moment où je parle, il y a plus de 50 médecins mobilisés sénégalais que nous avons mobilisés pour un autre pays et qui font fonctionner le système de santé du pays. Donc nous avons beaucoup d'accords de coopération dans ce sens. Nous avons mis en place des forums de partenaires de l'OAS. Certains dans la salle, ils savent que non seulement nous nous concertons régulièrement, mais ils ont la possibilité de se réunir sans nous. Comme formellement, on se réunit ensemble une fois par an. Actuellement, ce forum des partenaires est présidé par l'USAID et l'Expertise France. C'est une co-présidence qui se gère actuellement avec les deux institutions. Nous avons mis en place et renforcé les capacités de certaines associations au niveau régional dans le cadre de la coopération. Nous avons fait aussi le renforcement au niveau de certaines autorités de régulation pharmaceutique pour l'harmonisation des principes et normes. Là, je reviens un peu dessus. Vous savez, il y a des firmes pharmaceutiques qui demandent au niveau de nos pays, en tout cas des 15 pays, l'agrément de certains médicaments qui traînent sur des années. L'OAS aujourd'hui a tout fait pour mettre au moins une dizaine, c'est-à-dire ils sont 13 commissions pour étudier au niveau de l'OAS un retour au pays. Là, quand l'OAS accepte, puisqu'il y a tous les pays qui sont là, accepte déjà quand vient dans le pays, emprunte le pays n'a plus grand-chose à faire. De la même manière, cette plateforme nous permet de faire des achats groupés. Et vous savez, dans le domaine du cancer, dans le domaine de certaines pathologies spécifiques, les commandes d'un pays sont minimes. Et ça nous permet aujourd'hui de mettre les commandes ensemble pour pouvoir les faire. Et il y a une plateforme pour le secteur pharmaceutique. Nous avons renforcé aussi les capacités régionales des laboratoires. Dès que nous entendons, ça là, c'est dans tous les pays, mais dès que nous entendons aujourd'hui qu'il y a quel virus ou bien quelle épidémie qui arrive dans le monde, tous les pays sont rassemblés à un seul endroit. Généralement, nous faisons ça à l'Institut Pasteur de Dakar, avec une formation de formateurs tout de suite. Récemment, mon poste, dès que c'est dit, déclaré d'utilité d'importance sanitaire, nous les avons rassemblés dès la semaine même pour donner une formation de formateurs
à 2 responsables par pays que nous suivons dans les pays pour donner d'autres formations. En tout cas, il y a une plateforme aujourd'hui dans le domaine de laboratoire qui essaie de renforcer les capacités de diagnostic, les capacités de suivi et de promotion de la santé. Dans ce cadre également, cette plateforme nous permet d'appuyer les pays, parce que quand nous faisons des formations, nous donnons aussi bien des kits que des intrants pour ces pays-là. Ça ne bouge plus. Nous avons également la mise en place et le renforcement de beaucoup d'autres structures, comme les agents de marketing social. Est-ce que vous savez que tout ce qui est ABPF, planification familiale, c'est le sous-financement du KfW, la banque allemande de développement que nous avons, ça se coordonne au niveau de l'OAS. Et au moment où je suis en train de parler, ils sont tous en formation. Ah oui, c'est ici même au niveau de Ivotel, pour revoir comment formuler les demandes et que c'est sur la base de ces demandes qu'on regroupe, qu'on arrive à satisfaire les pays. Il y a les différents programmes aussi nationaux de santé qui sont renforcés. Et nous faisons beaucoup de mise en commun pour avancer sur les évidences et les évidences qui nous permettent d'avancer dans le secteur de la santé et avoir des résultats sur les indicateurs. Nous avons le renforcement des capacités de la recherche en santé également. Nous avons également créé des réseaux au niveau des institutions de formation en santé, au niveau des différents ordres de tout le personnel de la santé, je ne vais pas les citer, que nous appuyons, et non seulement des ordres, mais également des syndicats, également de tout ce qui est accompagnement, le dernier concours d'agrégation. Nous avons financé énormément d'accompagnement des agrégatifs, et ça permet à la région d'avoir de très bons résultats. Et pour ne pas m'enorgueillir, vous avez vu les résultats de l'Afrique de l'Ouest par rapport aux résultats des autres parties de l'Afrique. Voilà un peu ce à quoi nous nous attenons. Et tout ça là, c'est à la titre de la coopération régionale. Et les événements régionaux, en ce qui concerne ce forum, par exemple, le Salon international de la santé, au niveau de Dakar, nous sommes présents pour accompagner les pays. Et comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui est expérience depuis Ebola 1, nous avons capitalisé pour être proactifs sur tout ce qui peut, je dirais, déranger la quiétude des communautés et des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment, et des autres pays limitrophes, parce que le mandat de l'OAS, c'est pour les 15 pays de la CEDEAO et les pays tiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, nous sommes au Tchad, nous sommes en Centrafrique et nous sommes également en Mauritanie, pour votre information. Parce que c'est les pays tiers. Nous sommes en santé, plus vous aidez les autres à mieux se comporter, mieux vous êtes en sécurité chez vous. Et c'est les chefs d'État qui ont conçu ça. Donc c'est la seule institution de la CEDEAO qui appuie les autres pays dans l'accompagnement de leur sécurité sanitaire. Il y a l'initiative communautaire aujourd'hui qui est majeure en ce qui concerne la santé, la promotion de la santé communautaire, parce que peut-être qu'on va revenir dessus si on a le temps. Nous avons compris, peut-être au niveau des investissements, qu'il vaut mieux aujourd'hui nous préparer à allier réellement ce que c'est que la santé communautaire dans les soins de santé primaire, sortir ça et mieux appuyer pour identifier rapidement les risques de santé dans les communautés pour pouvoir les mitiger. En un mot, si je dois donner une image, il vaut mieux apprendre aux communautés aujourd'hui à éteindre des étincelles ou les flammes que de nous équiper pour éteindre des incendies. Et c'est ça qui fera ce que les investissements en santé vont diminuer, puisque quand nous faisons l'analyse des 15 dernières années, l'investissement en santé augmente
et les résultats en ce qui concerne les indicateurs ne sont pas si pourtant alignés. Nous avons un continuum de soins aujourd'hui dans les pays. Et malheureusement, ça ne suit pas comme nous l'avons prévu. Et nous tâtonnons de renforcer la création des centres régionaux de surveillance de la maladie qui nous permet d'être proactifs. Pour votre information, pour ceux qui le savent déjà, votre rappel, nous avons le centre régional de surveillance de contrôle des maladies qui a été très proactif depuis Ebola 1, qui fait en sorte que dès qu'il y a un événement, l'Afrique de l'Ouest est rapidement mobilisée, puisque nous avons un fonds pour ça, pour nous faire en sorte que l'événement ne crée pas trop de dégâts à notre niveau. Récemment, au niveau de la dernière Assemblée mondiale de la santé à Genève, que ce soit au niveau de l'Assemblée qu'on a tenue à Brazzaville il y a 2 mois, l'OMS a été vraiment félicité pour cette activité-là. Il y a une harmonisation des politiques de la santé. Quand on est ensemble, on va progressivement vers une harmonisation et on s'entend très bien à ce que, de manière périodique, nous révisons cette harmonisation pour savoir, avec les évidences du terrain, comment nous pouvons faire pour mieux nous comporter dans une coopération régionale. Nous avons élaboré et adopté différents règlements, je l'ai dit, sur ça nous assurons le suivi et évaluation, mais tout ça, que ça soit accompagné par les politiques. Ça, leur rôle est déterminant. Si les politiques n'accompagnent pas, on n'arrive pas à avancer. Une bonne coopération, que ça soit même privé, si les politiques n'accompagnent pas, les privés n'ont pas les agréments nécessaires pour avancer. Il faut forcément que le mandat politique soit clair, solide, au niveau des institutions spécialisées, et que cela soit des évidences. Même si les institutions internationales connues et constituées appuient, dès que la politique politicienne s'entremêle, on n'arrive pas à aller de l'avant. Il y a pas mal d'institutions que nous avons citées là, qui font de leur mieux pour nous accompagner, surtout accompagner le secteur privé, mais il faut beaucoup de persévérance pour arriver au bout. Avec beaucoup de capacités que nous avons décelées au niveau de ces ONG, au niveau de ces institutions privées, au niveau du secteur privé, il faut de plus en plus dialoguer et leur donner beaucoup plus confiance pour que nous ayons les résultats escomptés. Il y a aujourd'hui un large éventail de partenariats, que ce soit bilatéraux, que ce soit multi, que ce soit de plusieurs secteurs qui appuient le secteur de la santé, mais il faudrait que ça soit structuré pour faire fonctionner les différentes initiatives déjà préexistantes et existantes maintenant. Il faut renforcer ces initiatives-là, surtout dans la coopération sud-sud. Coopération sud-sud parce qu'il est facile en matière de santé de s'entendre, puisqu'on a les mêmes profils épidémiologiques souvent, on a les mêmes, je dirais, coutumes sociologie, les mêmes aspects sociologiques pour nous faire comprendre. Et quand nous allons rentrer beaucoup plus dans la santé communautaire, on verra que c'est beaucoup plus facile de faire passer par l'adhésion communautaire pour avoir des résultats. Donc, il est important de capitaliser tous ces succès et de développer par des stratégies maintenant innovantes. En tout cas, pour l'OAS, nous allons continuer de promouvoir et de travailler dans ce sens pour que ce partenariat, qui est un creuset très enrichissant, que l'on veuille ou non, très enrichissant pour chacun de nous, ça soit une bonne promotion et que ça soit encouragé au niveau de tous les pays. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut que je me lève? Oui, je dois me lever. Merci beaucoup, docteur Athanase, Melchior Athanase, je dirais Melchior Athanase, et j'ai maintenant appris Kodjovi Haïti, que je vous prie encore d'ovationner. À travers cette communication, nous avons noté qu'il y a vraiment la pertinence de la coopération sud-sud. Nous avons compris la pertinence de la coopération sud-sud. Nous avons aussi entendu tout ce qui se fait au niveau régional
pour pouvoir vraiment accompagner cette coopération. Nous avons aussi eu droit à tout ce qui existe du niveau public et du niveau du privé pour renforcer cette coopération. Et à la fin, nous avons su aussi qu'il y a eu des opportunités. Nous savons maintenant aussi qu'il y a la volonté politique pour accompagner cette coopération suite parce que, étant donné que nous avons les mêmes problèmes, nous avons presque les mêmes profils épidémiologiques et que nous avons les mêmes problèmes de ressources, il est important que nous nous mettions ensemble pour travailler ensemble. Bien qu'il soit déjà difficile pour les acteurs privés de se mettre ensemble, encore plus difficile de se mettre ensemble avec le public et le privé. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas continuer, qu'il ne faut pas entreprendre, qu'il ne faut pas essayer. Nous sommes condamnés à avancer et c'est dans cette logique que nous allons rester pendant les 3 jours pour continuer à décortiquer la problématique avec d'autres thèmes, avec d'autres développements. Et nous espérons bien sûr qu'à la fin de ces 3 jours, nous allons dresser de bonnes recommandations applicables à nos autorités. Une fois encore, merci Dr Melchior Aïssi et je vous prie encore une fois de l'ovationner. Nous sommes à la conférence inaugurale et à cette conférence inaugurale, je pense qu'il n'y a pas de questions en réalité. Donc, je vous prie de continuer à l'ovationner jusqu'à son installation. Merci, docteur. Merci, monsieur le modérateur. Merci, monsieur le conférencier. Oh, quel plaisir, docteur Melchior. Merci. Alors, mesdames et messieurs, pardon? Ça a été déjà fait. Mon petit souci, je ne vais pas annoncer le déjeuner alors que les choses ne sont pas tout à fait prêtes. On va enchaîner ça avec... sinon, on est à la place. J'ai 2 nouvelles pour vous. Hein. Une mauvaise et puis une bonne. Je commence par laquelle? Hein? La mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que la conférence inaugurale est terminée. Et vous voulez la bonne? La bonne, c'est qu'on doit déjeuner. Vous êtes d'accord, non? Voilà. Il y a des gens qui sont comme moi, quand ils vont aux conférences, au lieu de s'instruire, ils attendent soit les déjeuners, soit les perdièmes. C'est nous, là. C'est un club, vous n'êtes pas les seuls. Hein? Voilà, maintenant, si je suis le seul aussi, je prends. Donc, je demande au comité de me faire signe, puisque le déjeuner n'est pas encore prêt. Voilà, ok. Si le déjeuner n'est pas prêt, alors nous allons... Mrs. Claire, can we have the next session? Yes, of course. Alors, mesdames et messieurs, nous allons enchaîner les travaux avec Madame Claire Omatseye. J'espère que je n'écorche pas son nom. C'est une grande dame que j'ai eu le plaisir de découvrir l'année dernière. Et elle est la passe-présidente immédiate de la FOAPS, c'est-à-dire c'est elle qui a précédé au docteur Joseph Boguifo. Elle a été présidente de toutes les fédérations de cliniques privées d'Afrique de l'Ouest. D'accord? Donc c'est elle qui va présider, qui va modérer la prochaine session. Mrs. Claire. Alors, nous vous disons que notre conférence est traduite de façon simultanée. Vous avez des casques. Si on parle anglais, pour vous les francophones et pour nous les anglophones, vous les francophones, vous prenez le canal 1, et puis nous les anglophones, nous prenons le canal 2 pour entendre la traduction en français. C'est bon? Vous avez les casques dans vos chaises, celui qui n'en a pas, qui nous fasse signe.
Donc, vous n'en avez pas? S'il vous plaît, apportez des casques. Okay, let's wait a bit. There is a... S'il vous plaît, il y a un petit changement. Nous allons remodeler ça. C'est comme ça, mon frère. Lui, il est habitué aux organisations. Alors, est-ce qu'on vous a apporté les casques? Oui? Chacun doit avoir son casque. Si vous êtes francophone, vous sélectionnez le canal 1. Si vous êtes anglophone, vous sélectionnez le canal 2. Quand vous n'avez pas encore le casque, je peux vous dire ça en anglais. English speakers, we have English teacher 2. French speakers, 1. Right? Oui? A casque for him. Tout ça là, c'est des heures supplémentaires que vous allez payer. Vous croyez que moi, je fais quelque chose cadeau? Bien. Alors, avec toutes les excuses que nous présentons à Mme Claire, nous allons revoir le programme. Alors, mes amis de la traduction, vous voyez, depuis que... We wait a bit. Donc, est-ce que le représentant de la Chambre de commerce et de l'industrie est là? Non. Le modérateur, c'est M. Théophile Agbofoun. M. Théophile Agbofoun? Monsieur Théophile Agbofoun, il est où? Ah, vous avez modéré la conférence inaugurale, vous l'avez tellement bien faite que, à l'unanimité du jury, c'est vous qui allez présenter vos intervenants. Mesdames et messieurs, vous applaudissez encore pour lui. Vous voulez que je vous le donne? Je voudrais compter sur les traducteurs, sinon je serais obligé de parler dans les deux langues. Mais non, j'irai en français. Alors, OK. Pour cette communication, nous avons des partenaires. Il faudrait que je présente d'abord. Nous avons la présentation des intervenants. Nous avons pour la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, bien sûr, nous avons M. Touré Fama, que je voudrais inviter à mes côtés ici. M. Touré Fama, il n'est pas là. OK, je constate que M. Touré Fama n'est pas là.
Nous allons inviter alors le deuxième intervenant, c'est monsieur Dr Henri Honorine. C'est bien ça? Allô? Dr Henri Honorine. Directeur médical de Polyclinique internationale Sainte-Marie, Procréa. Ok. Soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais inviter un autre intervenant, Dr Francis Vaudier, excusez-moi beaucoup. Dr Francis Vaudier, chirurgien pédiatre. Podiatre. Ok. Là, c'est moi qui me suis trompé. Je pensais corriger. Ok. Médecin podiatre, est-ce qu'il est là? Bon, s'il n'est pas là, je constate qu'il n'est pas là. Ok. Pour ces partenaires, nous avons prévu leur donner la parole pour délivrer des messages. Je voudrais ajouter Dr Louis Bernard Ewi, radiologue. Est-ce qu'il est là? Bon. Je pense que ça nous donne du temps pour aller rapidement au déjeuner. Alors nous allons donner la parole à Dr Henri Honorine. Vous avez la parole. Je vous laisse mon micro. Ok. Mesdames, Messieurs les congressistes, au nom de la clinique Procréa, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous présenter nos dispositions. L'infertilité touche environ 15% des couples dans le monde et en Afrique, elle demeure un sujet très sensible, souvent entouré de stigmatisation et de malentendus. À la clinique Procréa, nous avons une mission claire, briser ces barrières et offrir des solutions adaptées à nos réalités africaines. Les chiffres sont alarmants. 180 millions de couples sont touchés par l'infertilité, dont près de la moitié en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. En Afrique, jusqu'à 30% des couples sont concernés. En Côte d'Ivoire, la stérilité constitue un handicap social majeur, affectant particulièrement les femmes. Elle représente même un tiers des consultations en gynécologie. Aujourd'hui, la fécondité reste un facteur central d'épanouissement dans le couple. Ce constat nous pousse à agir et à innover. C'est pourquoi je souhaite partager avec vous les défis spécifiques auxquels nous faisons face sur le continent et les solutions que nous mettons en œuvre pour répondre aux attentes de millions de couples. Ces défis sont d'ordre socio-culturel et économique. D'abord, il y a la stigmatisation et la pression sociale. L'infertilité est souvent perçue comme un problème exclusivement féminin, alors que dans 30 à 40% des cas, les causes sont masculines. Cela renforce les inégalités et le poids psychologique supporté par les femmes. L'accès limité aux soins spécialisés. La majorité des centres d'assistance médicale à la procréation se trouvent dans des grandes villes, rendant l'accès aux populations rurales extrêmement difficile. Le coût élevé des traitements. Dans un contexte où le pouvoir d'achat reste faible pour de nombreuses familles, l'assistance médicale à la procréation est encore considérée comme un luxe inaccessible pour beaucoup. Les solutions que nous avons essayé de mettre en place consistent particulièrement sur l'accessibilité financière.
Chez Procréa, nous avons lancé des campagnes. Par exemple, la campagne FIV pour tous, qui offre une FIV à des tarifs très réduits pour permettre à davantage de couples de réaliser leur rêve de parentalité. Nous mettons en place aussi une éducation et une sensibilisation. Nous investissons dans des campagnes de communication pour démystifier l'infertilité, encourager le diagnostic précoce et sensibiliser sur l'importance de la santé reproductive. Ce sont des approches adaptées au contexte africain. Nous collaborons dans ce sens avec des ONG, des mutuelles et surtout, notamment des ONG comme BERCO, comme SOPK et des mutuelles pour réduire les inégalités d'accès et apporter des solutions concrètes aux populations vulnérables. Nous mettons l'accent sur l'importance. Il est important pour nous qu'il y ait des partenariats régionaux. La coopération est essentielle pour relever ces défis. Cette collaboration, en travaillant avec d'autres cliniques et d'autres institutions, nous avons des relations avec des confrères sénégalais, avec des confrères burkinabés et maliens. Ça nous permet, avec ces institutions au niveau du continent, nous partageons nos ressources et renforçons les capacités locales pour améliorer l'accès à des technologies modernes. Le tourisme médical. L'Afrique a un potentiel de devenir une destination de choix pour l'AMP grâce à des coûts compétitifs et une expertise médicale croissante. Cela ne bénéficie pas seulement aux patients africains, mais aussi attire des patients internationaux. Notamment, nous avons des personnes, des Africains expatriés dans les communautés américaines et européennes qui nous sollicitent et qui sont très heureux de venir bénéficier de nos prestations. En surmontant ces défis ensemble, nous pouvons transformer le paysage de la prise en charge de l'infertilité en Afrique. Donc, je vous invite à nous rejoindre dans cette mission. Ensemble, faisons de l'Afrique un modèle en matière de santé reproductive où chaque couple pourra avoir une chance équitable de devenir parent. Je voudrais aussi vous présenter notre établissement, comment il est structuré, où est-ce qu'il est situé. C'est là. Il faut faire bouger ça. Voilà. Non. Non, ça ne marche pas. Par lequel on appuie. Ça marche? C'est pas encore téléchargé. C'est pas encore téléchargé. Ah, d'accord. Donc, ces défis sont de plusieurs natures et nous essayons de les surmonter puisqu'aujourd'hui, la médecine n'est plus seulement centrée sur le côté médical. Ces défis sont surtout aussi informatiques parce qu'avec la digitalisation et le Covid nous a montré que la télémédecine nous permet d'entrer en contact avec des confrères à l'étranger et de suivre ensemble les malades par ce système-là. L'utilisation des équipements de dernière génération nous amène à surmonter le défi du personnel. Il faudrait que nos collaborateurs subissent une formation parce que trop souvent, l'évolution va très vite en Europe et aux États-Unis, dans les autres continents, et nos formations ici sont plus ou moins en retard. Et donc, il faut accompagner, former nos collaborateurs, surtout sur ces équipements que dans le privé, on fait l'effort d'avoir des équipements de dernière génération. Et pour cela, il faudrait que tous ces collaborateurs bénéficient d'une formation vraiment particulière, adaptée aux efforts financiers que les établissements fournissent et pour pouvoir satisfaire ces patients qui comptent beaucoup sur ces établissements. Ça y est. Donc, nous avons donc essayé de mettre en place, depuis 2022, une clinique moderne
humaine, un cadre de section pour justement, avec ce slogan, la santé autrement. Donner plus de confiance aux patients et beaucoup plus d'assurance aux médecins en leur mettant à disposition du matériel de dernière génération. La clinique Procréa, donc, depuis plus de 15 ans, informe, sensibilise et propose une alternative viable au couple. En 2019, elle a été certifiée par le GIRAF, qui est le groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité. Et dans cette progression, pour pouvoir rassurer la patientèle, la clinique Procréa a été certifiée en 2023 ISO 9001 version 2015. Ce qui entraîne que du fait de cette exigence de qualité, les médecins ont les équipements pour leur permettre de produire des actes en toute sécurité et les malades sont rassurés que nous avons toujours les mêmes procédures que sur le plan international, ce qui est recommandé. Ben, la présentation n'étant pas prête. Oui, on attend toujours la vidéo. OK. OK. Patientez quelques minutes. Monsieur le modérateur, oui. J'ai été candidat à travailler à Radio Côte d'Ivoire. On nous faisait bosser une formule par cœur. Mesdames, Messieurs, nous nous excusons pour cette interruption indépendante de notre volonté. Nos techniciens sont à pied d'œuvre et bientôt nous allons reprendre les émissions. Merci. Si ça vous intéresse, vous applaudissez. Si ça ne vous intéresse pas, je ne parle plus. Merci, merci. Je crois que la technique est vraiment à pied d'œuvre pour lancer le suivant. Oui. Qui? OK. Je voudrais m'assurer que les autres qui doivent intervenir, je voudrais m'assurer qu'ils sont là dans la salle actuellement. Je n'ai pas le numéro, c'est pas ça. Appelez-moi ça. Est-ce que ceux qui sont dans le programme et qui doivent intervenir avant le panel, est-ce qu'ils sont déjà là? Non, ils ne sont pas là. Donc, on attend l'élément. Et je voudrais profiter pour vous informer qu'après les interventions, nous allons marquer la pause déjeuner avant de commencer le panel suivant. En tout cas, c'est en entendant les voix les plus autorisées, bien sûr. Merci. On peut aller sur les questions? OK. Par rapport à l'intervention de du docteur Henri Honorine, est-ce que vous avez des questions? La communication a été tellement compréhensible qu'il n'y a pas de questions. Eh bien, comme l'a dit Dr Henri Honorine, c'est une question, en réalité, la question de la fertilité. Le commun des mortels pense que c'est une question qui concerne seulement les femmes. Moi, je le savais, mais aujourd'hui, je suis encore plus rassuré à travers cette communication que nous avons autour de 30 à 40% de responsabilité qui revient aux hommes. Et alors, nous devons nous mettre ensemble, c'est-à-dire et l'homme et la femme, pour trouver la solution. Et les propositions faites, les dispositions qui sont en place pour quand même permettre la procréation, ces dispositions, je crois que le docteur nous les a présentées et on me fait la main par rapport à l'élément.
OK. Si la technique est prête, envoyez l'élément. Mesdames et messieurs, encore nous nous excusons pour cette interruption indépendante de notre volonté. Nos techniciens sont à pied d'œuvre et bientôt vous aurez l'élément. Merci. Monsieur le modérateur, il y a quelqu'un qui souhaiterait poser une question. OK, mais je voudrais quand même que, compte tenu du fait que nous avons les éléments, on laisse Dr Henry finir sa présentation. Peut-être que sa question aurait déjà une réponse, mais si tel n'est pas le cas, on va écouter sa question. OK, Dr Henry, vous pouvez poursuivre d'abord. On va continuer la projection ou bien la continue, question. Non, continue d'abord. Donc, au sommaire, nous allons d'abord vous présenter la clinique Procréa, après les activités qui sont réalisées et l'organisation et les ressources humaines qui sont assez importantes dans ce type d'activité. Donc, comme je le disais, c'est 180 millions de couples touchés par l'infertilité, dont la moitié en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, particulièrement concernés 30% en Côte d'Ivoire. Et donc, ces éléments-là nous amènent à mettre en place, nous avons pu mettre en place, développer une clinique qui permet, dont le cœur de métier, c'est l'assistance médicale à la procréation. Bâtie sur 7200 mètres carrés, avec un parking souterrain de 40 places, cette clinique dispose de 4 grands pôles. Assistance médicale à la procréation, qui est notre cœur de métier, femme, mère, enfant, médecine générale et urgence, parce que la fertilité, il y a aussi les hommes qui sont concernés, et les spécialités chirurgicales et réanimation. Ce nouveau siège a été inauguré le 14 octobre 2022 par le ministre de la Santé, M. Pierre Nkoundiba, et elle est composée au niveau de son actionnariat. C'est la Société ivoirienne de gestion hospitalière créée en 2008 avec un capital de 481 680 000 francs CFA, 680 000 francs CFA. Le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 66% de l'actionnariat est purement ivoirienne et nous sommes accompagnés d'investisseurs et partenaires à 34%. Au 31 décembre 2023, nous avions 103 collaborateurs. En ce qui concerne les activités de la clinique, par le pôle AMP, nous avons surtout la capacité de poser des actes en fécondation, in vitro classique ou bien par technique ICSI, aussi bien de l'insémination artificielle, de la préservation de la fertilité. Aujourd'hui, les femmes ont beaucoup d'ambition et se polarisent beaucoup sur leur travail et nous constatons que leur période de fécondité se situe le maximum entre 25 et 35 ans. Alors, celles qui ont des grosses carrières, il est important pour elles qu'elles puissent préserver leurs gamètes pour éventuellement, quand elles rencontreront l'heureux élu, pouvoir finaliser ce projet parental. Donc, nous pouvons donc congeler aussi bien les gamètes masculins que féminins que les embryons. 40% d'infertilité touche les hommes, donc nous avons un laboratoire de spermiologie avec les examens spécialisés propres à ce type de laboratoire. Le pôle AMP, en 16 ans d'existence, nos chiffres sont 4000 couples accompagnés dans leur projet de parentalité. Plus de 1400 bébés sont nés en Côte d'Ivoire grâce à ces traitements, ce qui représente un taux de réussite de 42%. En Côte d'Ivoire, nous sommes leaders sur ces résultats qui font de Procréa le leader en Côte d'Ivoire parce que nous avons des équipes complètes, aussi bien les équipements et aussi bien personnels qu'en équipement. Nous comptons lancer en 2025 le diagnostic préimplantatoire dont le but principal est d'éviter la transmission de maladies génétiques graves à la descendance. Particulièrement en Afrique, on est surtout touché par la drépanocytose. Et donc, permettre à un couple d'avoir un enfant drépanocytaire, ce n'est pas vraiment l'idéal. Et donc, cette technique nous permettra d'éviter encore de renforcer cette sécurité-là. Le pôle mère-enfant, surtout, se repose sur la gynécologie obstétrique pour toutes les femmes qui veulent être mères,
Cette gynécologie, ces gynécos sont surtout spécialisés en endoscopie de la fertilité et on aboutit donc, le résultat, c'est l'obtention d'un bébé et nous avons donc un service de pédiatrie, mais surtout de néonatologie. Cependant, la femme est accompagnée à la préparation à l'accouchement et à la parentalité. Oui, préparation à l'accouchement parce que aujourd'hui, en Afrique, traditionnellement, c'est la maman qui va accompagner sa fille enceinte et qui va lui donner beaucoup de petits secrets. Mais aujourd'hui, les femmes sont très intelligentes et puis elles sont très axées sur leurs activités professionnelles et elles n'ont pas cet accompagnement-là. Et donc, on amène ces femmes, on les accompagne par la préparation à l'accouchement, mais surtout, elles sont accompagnées de leurs conjoints aussi, parce que les hommes doivent se rendre compte que la grossesse n'est pas seulement le seul problème de la femme. Nous avons donc ce centre en échographie 3D, 4D, qui montre carrément tout un autre visage à la maman. Avant, il avait des photos en noir et blanc. Aujourd'hui, avec ces équipements, ces échographes de dernière génération, ça leur permet de voir l'évolution de l'enfant, mais surtout de voir que c'est un être humain qui se développe en elle et qui vit à partir d'elle. Cependant, l'accouchement peut entraîner quelques difficultés, quelques lésions au niveau du corps de la femme. Et donc, nous essayons après l'accouchement, l'aider à rééduquer et puis à corriger ces complications qui sont survenues. Le pôle mère-enfant, depuis 15 ans, plus de 65 000 consultations en gynécologie, 35 000 en pédiatrie. Et donc, le bien-être de la femme est la priorité à chaque étape de la vie, de la conception à la maternité. C'est pourquoi nous proposons une prise en charge globale avec notre équipe de professionnels allant de consultations en gynéco-obstétrique, en soins postpartum et à la préparation à la parentalité. Les pôles support sont la médecine générale, les urgences et l'hospitalisation, parce que cette activité de PMA, surtout de laboratoire, peut entraîner nécessité d'hospitalisation, puisque c'est surtout un couple et puis dans l'objectif d'avoir une famille. Et donc, on a ce pôle aussi qui accompagne ce couple et éventuellement cette famille une fois que le bébé est né. La chirurgie, c'est surtout de la chirurgie cœlioscopique. Et donc, elle est déployée en gynécologie, en pédiatrie et en urologie. Parce que dans cette nécessité d'assistance médicale à la procréation, les hommes aussi ont quelquefois besoin d'actes chirurgicaux pour pouvoir aboutir à ces résultats positifs. Le bilan de santé personnalisé Mabolo Santé va venir sur ce support médecine générale parce que nous avons constaté que beaucoup de couples et de femmes se rendent compte à partir d'un certain âge, bien que le taux de fertilité soit limite, ce sont des couples âgés et on a besoin de les accompagner sur tout autre type de pathologie, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, sur tout autre type de pathologie. Et ça nécessite, dans la mesure où on ne peut pas avoir un centre d'AMP, et à ce centre d'AMP contient une maternité de niveau 3, donc avec de la réanimation aussi bien pour éventuellement la maman et que pour la néonatologie pour le bébé. Les autres pôles. Donc, Procréa érige la médecine familiale en pilier central de ses services. Au-delà de ses spécialités de gynéco-obstétrique et de pédiatrie, nous offrons une prise en charge complète, incluant la chirurgie, la cœlochirurgie et la réanimation. Nos chambres sont conçues. Nous avons, je dirais, un avantage d'avoir une directrice, pas un directeur, une directrice, et il est important pour elle que le côté psychologique, le côté confort de la patiente, de la famille soit mis en avant, si bien que l'environnement a été conçu pour éviter, quand vous arrivez dans un hôpital, tout est blanc, tout est propre, tout le monde est en blouse blanche et c'est un peu stressant. Et là, on évite ce stress-là en essayant d'adapter ces équipements et surtout ces chambres pour que l'hospitalisation en cas de nécessité se passe bien. L'organisation des ressources humaines, nous avons ces deux équipes médicales, deux directions particulières. La direction de l'AMP, puisque c'est notre cœur de métier, avec deux pôles, qui est la biologie de la reproduction,
avec des médecins biologistes de la reproduction ivoiriens, des gynécologues de toute origine, puisque nous avons des Ivoiriens, des Béninois, et des Camerounais. Et donc, c'est cette, disons, confraternité et cette coopération interrégionale qui nous permet aussi d'avoir de bons résultats. La direction médicale de la médecine générale, Dr Amos Djoro et Marie Johnson, des médecins ivoiriens qui ont fait toutes leurs études et une partie de leur carrière en Europe et qui sont rentrés maintenant et qui nous appuient, des anesthésistes réanimateurs, pédiatres, urologues, pour pouvoir accompagner aussi bien les hommes, les enfants, et surtout, indépendamment des 2 laboratoires de FIV et de spermiologie, il y a ce laboratoire d'analyse médicale qui va vous sortir tout type d'analyse, que ce soit en biologie, que ce soit en microbiologie et que ce soit en bactériologie. Nous sommes soutenus par une équipe administrative avec une direction administrative et financière classique. Il est important puisque toute activité, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre et il peut pouvoir suivre tous ces éléments-là. Et une direction qualité qui nous a accompagnés et qui nous a permis d'avoir cette certification ISO 9001 version 2015. À ces 2 directions sont rattachés un service de la relation client pour tenir compte du vécu et que l'expérience de passage de ces couples à la clinique Procréa ait été positive et s'il y a quelques anomalies, qu'on puisse les corriger. Un service hôtellerie, bien qu'habituellement ce sont les infirmiers ou sages-femmes majors qui s'occupent de cela, il a été important pour la clinique de pouvoir mettre en place ce service parce que tout ce type d'aliment, faire la médecine autrement, ça veut dire tenir compte du confort du patient. Et donc, on pense que ceux qui sont le mieux à même dans un problème d'hébergement, d'apporter cette efficacité, c'est les services hôteliers. Et donc, nous avons du personnel de services hôtellerie qui nous assiste et qui nous permettent d'essayer de remplir cette activité. Et un service de communication pour pouvoir permettre que les différentes équipes puissent agir de manière fluide et pour pouvoir permettre aux patients de nous joindre et pouvoir nous faire ressortir tous ces éléments. Quelques images de la clinique et nous allons finir avec une petite visite virtuelle. C'est une nouveauté qu'on a essayé de mettre en place. J'espère que ça va vous plaire. Tenir. Alors, visite virtuelle. Je profite pendant qu'on est en train de suivre le film pour vous annoncer que la télévision Afrique Santé est à la disposition des annonceurs et vous pourriez travailler, collaborer avec la télévision pour quand même rendre visibles toutes ces images au-delà des participants de ce congrès. Merci beaucoup. Okay. Ça va pas durer. Il reste combien de temps pour... Oui, c'est fini? Non, ça va finir. Ça va finir tout à l'heure, ok. Donc, pendant qu'on est en train de suivre cette vidéo, je voudrais demander, celui qui a la question, est-ce que sa question reste? Ok. Ah, Dr Fiadjo. Merci beaucoup. C'est une contribution que je voudrais faire. Je suis le docteur Moïse Fiadjo. Je viens du Togo. Je voudrais féliciter la clinique Procréa pour la présentation et aussi la féliciter pour tout le travail qui est fait. J'ai beaucoup apprécié les 2 slogans, faire la médecine autrement, avec de nouveaux locaux, avec de beaux équipements, et surtout faire la fécondation in vitro pour tous. Je fais la fécondation in vitro depuis 26 ans, 27 ans précisément, et je suis émerveillé par la fécondation in vitro pour tous. Car vous savez, la fécondation in vitro coûte cher et il y a des frais qui sont incompréhensibles. Il y a les frais des médicaments qui sont incompréhensibles, il y a les frais de laboratoire qui sont incompréhensibles.
Et je voudrais juste voir comment est-ce qu'ils arrivent à compresser ces frais pour que la fécondation in vitro soit accessible pour tous. Pendant longtemps, on a évoqué l'idée de l'affordable IVF, comment rendre la fécondation in vitro à un coût abordable. Mais malheureusement, jusque-là, on n'y a pas réussi. Et je voudrais les féliciter d'avoir réussi à faire ça. Je voudrais savoir comment ils font pour la rendre accessible à tout le monde. Et comme on parle de tourisme médical, je voudrais, en prenant le biais de la fécondation in vitro, dire que c'est un bon filon pour faire le tourisme médical, puisqu'on a des parents qui sont à l'extérieur, en Europe, où ils ont des techniques très élevées de fécondation in vitro, mais qui ont besoin de faire des dons d'ovocytes. Et par le biais du don d'ovocytes, on peut promouvoir le tourisme médical dans nos pays. Et je pense que la clinique Procrea fait cette promotion-là. Merci et félicitations encore une fois. Merci. Oui, il y a encore une question derrière. On prend toutes les questions d'abord. OK. Les hôtesses, vous pouvez promener le micro, s'il vous plaît. OK. On prend 2 questions et c'est fini. D'accord. Bonjour à tous. Allez-y. Je me nomme Dr Fouadama, je suis naturothérapeute spécialisé en phytothérapie. Je suis satisfait de la prestation du docteur sur cette procréation médicalement assistée ou alors la procréation in vitro. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Lorsque la femme est féconde et que le mari souffre d'une infertilité qui relève d'une éjaculation rétrograde, qu'est-ce que la clinique Procrea fait pour ce couple-là? Je réponds en même temps ou bien on prend la deuxième question? OK. Merci beaucoup. Je crois, si le président le permet, il y a encore une dame. On va donner la parole à la dame pour les quitter. Oui, vous avez la parole, madame. Merci. Bonjour et félicitations encore à la clinique Procrea. Mais moi, je vais poser des questions toutes simples de patientes. La première question, c'était est-ce qu'on peut allier médecine traditionnelle pour faire, puisque c'est ce que, en général, au moins, se fait un peu dans les villages. On dit, ben, on ne fait pas d'enfants, on va lier ça et médecine, effectivement, médicale, même si je peux le dire ainsi. Et ensuite, j'ai quelque chose aussi qui me traverse, c'est de dire pourquoi on peut expliquer que quand on fait toujours les FIV, l'in vitro, on se met toujours à multiplier, effectivement, on n'a jamais un enfant, on a 3, 4. Est-ce que c'est parce qu'on se dit il faut vite rattraper le temps et qu'on laisse 3, 4, ou est-ce qu'on a la possibilité de choisir en disant on en veut un seul ou 2? C'est un peu quelque chose qui nous travaille en général et j'aimerais vraiment poser cette question-là. Et le prix, bien sûr, est-ce que c'est abordable? Est-ce que c'est remboursé par les assurances? Donc, OK, merci beaucoup. Docteur Henry, vous avez la parole. Donc, pour la législation rétrograde, et donc le laboratoire déjà, puisqu'il y a un bilan assez complet pour l'homme et la femme, et donc le laboratoire, dans l'analyse du sperme, va se rendre compte, on va leur demander aussi au niveau des urines, comment se fait, et on va trouver qu'il y a des spermatozoïdes dans les urines, et ça donne cette éjaculation rétrograde. Et donc, le tout, c'est de pouvoir, parce que la fécondation in vitro, c'est de pouvoir recueillir des spermatozoïdes de bonne qualité pour les mettre en contact avec un ovocyte, ou bien les introduire à l'intérieur de l'ovocyte. Donc, l'éjaculation rétrograde, c'est pour ça que nous avons des équipes d'urologues qui sont là aussi pour traiter ce type de patient. Et puis, si, malgré cela, on n'arrive pas à obtenir par éjaculation des spermatozoïdes, il y a possibilité de prélever ces spermatozoïdes par biopsie testiculaire.
Donc, le problème n'est pas vraiment très compliqué. Le tout, c'est de pouvoir faire ce diagnostic d'éjaculation rétrograde. Concernant la femme, est-ce qu'on peut faire sur le plan traditionnel en même temps? Alors, au dernier congrès du GIRAF, nous avons constaté que la mentalité, la culture évolue en Afrique. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne maîtrisait pas des techniques, il n'y avait pas de prise en charge de l'infertilité, mais c'était plus une prise en charge sociale. Autrement dit, la maman était considérée comme mère, à savoir qu'on lui attribuait un enfant d'une de ses sœurs ou d'une autre personne de la famille, et elle élevait cet enfant comme son enfant. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'éducation, les femmes veulent être génitrices. Elles ne veulent plus être mères, elles veulent être génitrices, avoir des enfants avec leurs propres gamètes. Et donc, malheureusement, comme on l'a dit dans le premier passage, Docteur, vous avez encore 2 minutes. Il y a nécessité que l'État puisse intervenir parce que ça a un coût un peu particulier, un coût élevé. C'est pour ça qu'on fait une fois tous les 2 ans une campagne de FIV pour tous parce que tous les intrants ne sont pas produits en Afrique, il faut les importer. Le matériel, les milieux de culture, il faut les importer, tout est importé. Et l'État a besoin de trouver des solutions pour permettre au privé de pouvoir y faire face. Cependant, les assureurs aussi n'ont pas compris que c'est vraiment un enjeu important. Le côté de la fertilité, c'est un enjeu important. Ce n'est pas seulement une satisfaction d'un couple, parce que demain, c'est une population de consommateurs qu'on met en place, et puis aussi c'est une régénération des générations. Et donc, ce sont des consommateurs qui seront là et il faut pouvoir les assurer. Les assureurs n'ont pas encore compris cela et peut-être parce que leurs enveloppes sont un peu trop petites, cintrées, mais ce n'est pas du tout pris en charge par les assureurs. Donc, le coût est malheureusement élevé, mais on fait ces campagnes toutes les 2 ans, mais vraiment la détermination des couples et la résilience des couples est extraordinaire parce que c'est un objectif vraiment vital. Vous savez qu'en Afrique, ne pas avoir un enfant, c'est presque une malédiction. Donc, ces couples vont prendre toutes les dispositions pour pouvoir atteindre cet objectif de parentalité. Je vous remercie.